Angle d'attaque. Voilà, merci de nous suivre sur ITV. C'est l'émission Angle d'attaque qui revient. Donc, émission hebdomadaire qui s'honore à recevoir les grands noms de la presse, les spécialistes avec une lecture perspicace dans un domaine très précis et tous autres experts de la communication. L'émission parle aussi bien des joies et des peines domestiques au regard de l'actualité que de tous ces phénomènes qui nous entourent dans ce village planétaire. Ce week-end, nous traitons des réajustements tarifaires ou plus simplement des hausses de prix auxquelles nous assistons de plus en plus dans le pays. En cela, nous avons invité le vice-président de l'ASCOSEN, M. Mohamed Cissé, pour nous édifier par rapport à tout ce qui se passe sur le marché. Bonjour, M. Cissé. Bonjour Hassan. C'est ça, on va vous retrouver tout à l'heure. Il y a aussi des thématiques géopolitiques qui nous interpellent avec la Turquie qui se déploie en Afrique, le plan de paix de Donald Trump pour régler le conflit palestinien ou israélo-palestinien et le processus d'isolement de l'empire chinois causé par la propagation du coronavirus. Pour tous ces sujets, nous avons également plaisir à recevoir Yoro Dia, notre confrère. Merci Yoro d'être là avec nous cet après-midi. Bonjour Hassan et merci pour l'invitation. Très bien, on va vous retrouver tout à l'heure. Et à signaler qu'en deuxième partie d'émission, nous recevons Samuel Sen, un écrivain chercheur, pour évoquer avec lui le Capharnaüm, ainsi qu'il l'appelle, des instituts privés de formation au Sénégal. Nous avons donc requis les lumières et l'expertise de Mohamed Cissé pour comprendre les tensions qui affectent le marché sénégalais en termes de prix des produits de consommation essentielle et courante. Un journal a titré d'ailleurs le vendredi qu'après la hausse du prix de l'électricité et du ciment, le lait, l'huile et le riz prennent aussi l'ascenseur. C'est comme ça qu'il l'a intitulé le journal. Alors Moma, la première question, pourquoi toutes ces denrées deviennent de plus en plus chères et est-ce qu'on peut parler vraiment d'une tendance de fond? Oui, je dirais que je vais prendre d'abord le riz. Il y a beaucoup de variétés. Mais dans ces variétés-là, il y a des variétés qui ont été fixées d'autorité. Ça, c'était le riz indien. Mais ce riz indien-là est introuvable sur le marché. Parce que tout simplement, au niveau international, il y a une mauvaise récolte. Donc, les consommateurs se sont déportés sur le riz pakistanais et thaïlandais, qui est de qualité supérieure. Donc, qui dit qualité supérieure, dit forcément une hausse des prix. Et à chaque fois que la récolte finissant sur le plan international, la nouvelle récolte qui arrive n'arrive pas tellement à subvenir aux besoins des consommateurs sénégalais. D'où une certaine tension qu'on peut remarquer. Mais l'État ne doit pas rester les bras croisés parce que cette tendance haussière ne trouvera une baisse que début mars. Donc, tout le mois de février, début mars, les gens seront obligés d'acheter au prix le plus fort. Mais l'État ne doit pas regarder et laisser les bras croisés. Nous pensions que ces denrées de première nécessité, consommées par beaucoup de Sénégalais, doivent être encadrées. Parce que sinon, les commerçants vont faire de la spéculation. Et on ne sait pas où on va s'arrêter. Et le consommateur doit être toujours protégé. C'est pourquoi nous demandons pour le riz qu'on l'encadre pour protéger le consommateur. Pour l'huile, il y a 3 offres. Je dirais 2 offres qui nous viennent de l'international. Le marché communautaire et le marché qu'on dit tiers et le marché local. Le marché communautaire regroupe la Côte d'Ivoire, le Ghana. Cette offre-là ne couvre pas la demande, d'où une certaine tension observée sur
les formats de 20 litres. Et c'est important de le préciser. Mais si ces formats-là de 20 litres prisés par les Sénégalais manquent sur le marché, ça crée une certaine tension. Nous avions alerté à l'époque en disant que l'huile qui nous vient des pays tiers, en disant pays tiers, on parle de la Malaisie, supporte des droits de douane énormes qui font que ces produits-là ne sont pas concurrentiels par rapport à l'huile communautaire. Donc, l'huile communautaire ne pouvant couvrir la demande et l'huile locale, je parle de l'arachide, qui coûte plus cher que les autres huiles, qui est une huile de qualité. Et qui dit qualité dit aussi un certain prix à payer. Mais ce n'est pas un prix concurrentiel, vendu à un prix concurrentiel sur le marché. D'où les importateurs ne l'achètent que quand ils sont forcés. Et ils sont forcés parce que, figurez-vous, pour importer de l'huile, il faut acheter 10% de la valeur d'importation sur le produit local. Maintenant, vu la situation, la dernière réunion, on a fixé à 5% pour pouvoir importer de l'huile. Très bien. Je ne vous coupe pas, mais est-ce que les Sénégalais doivent s'attendre à ce que la vie soit de plus en plus chère, ou est-ce que tout ce que vous avez mentionné ici n'est que saisonnier? Parce que d'habitude, on explique toutes ces hausses-là par la montée ou la cherté du baril de pétrole. Quelle est la réalité dans tout ça? La réalité sur l'huile, c'est que il y a eu une grève des camionneurs que vous avez observé pendant ces jours-ci. Il y avait des conteneurs qui étaient au port et qui n'étaient pas sortis. Donc, il y avait une tension observée. Mais il y avait au moins 2 bateaux qui étaient arrivés. Et ces bateaux-là sont en train d'être déchargés. Je crois qu'une tension, on va en reparler plus. D'ici une semaine, le marché sera correctement approvisionné sur l'huile. Mais, comme je l'ai dit, sur le riz, il faut attendre le mois de mars. Le lait également, ça a été cité. Oui, le lait a été cité et c'est une question de, tout simplement d'offre momentanée. C'est ça. Mais normalement, l'approvisionnement sera correct. Ouais. Cependant, nous demandons, pour cette période de tension, que le consommateur soit protégé. C'est ça. Et quand on entend les gens parler d'ajustement structurel, que l'État est obligé d'augmenter les taxes, les droits de douane, la fiscalité pour renflouer les caisses, est-ce qu'il y a une part de vérité dans ce que ces gens-là disent? Je dirais tout simplement que pour le riz, on ne paye que 12,5%, tout droit de douane confondu. Hein. Et ça a été toujours comme ça. Donc, il n'y a pas une augmentation de ce genre-là. Et pour l'huile venant des tiers, c'est la réalité des prix qui a été observée. Parce qu'à un moment donné, le prix était vraiment... les droits de douane étaient au plus bas. Mais ce n'étaient pas les droits de douane officiels. C'était minorisé. Et quand il faut aller fixer la réalité des prix, on pense que c'est des nouvelles taxes. Mais ce n'est pas des nouvelles taxes, ils ont tout simplement, c'est la réalité des taxes fixées et qui devaient être pratiquées avant. C'est ça. Il y a des gens qui marchent depuis quelque temps à Dakar pour demander qu'on baisse, en fait qu'on gèle la hausse de certaines augmentations. Est-ce que vous pensez sincèrement que des marches peuvent avoir avec ces choses-là? Moi, je dirais tout simplement qu'il faudrait qu'au niveau de l'État, qu'ils arrivent à convaincre les populations que non seulement des efforts ont été faits, vous pouvez parler de l'électricité, je pense qu'un audit a été demandé par tout le monde au niveau de la Sénélec, mais pourquoi ne pas faire cet audit au moins pour rassurer les Sénégalais? Mais quand on dit qu'on ne le fait pas, mais les Sénégalais vont penser à beaucoup de choses. On se dit, bon, il y a des cafards ou bien il n'y en a pas. Mais je pense que l'audit doit être fait au moins pour rassurer les Sénégalais de quoi ça rime. C'est ça, il y a également un sujet d'actualité. Est-ce que vous avez une position sur ce qui se dit
en matière de renégociation ou pas de la concession liée au péage autoroutier. Est-ce que l'ASCOSEN demande donc oui, à l'État? Nous l'avions demandé dans le passé. Parce que quand on regarde sur les 1000 francs payés, l'État a au moins 30%. L'opérateur a un certain pourcentage. Et le reste va pour payer la dette. Mais je crois qu'au moins, si le contrat ne le permet pas et n'est pas prévu qu'il y ait une renégociation, la pression populaire ou le bon vouloir des Sénégalais, des usagers, voudrait que l'État, pour sa quote-part, au moins puisse laisser quelque chose. Mais on a entendu l'opérateur dire qu'en demandant à renégocier tout ça, c'est un mauvais signal qu'on envoie et que l'État, c'est l'État qui a signé tout ça et que personne ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à tout ce qui se dit? Vous savez, l'État ne lâche rien sans pression. Et si, par exemple, il y a un besoin très exprimé par l'ensemble des usagers, je pense que l'État gagnerait à répondre positivement à l'appel des populations. Si vraiment l'expression populaire est manifeste, je pense que l'État pourrait, au moins pour sa quote-part, renoncer quelque chose. Donc, ouais. Parce que l'État a renoncé de l'autre côté de l'autoroute qui a été construite par AGEROUTE, l'État a renoncé sur quelque chose. Sa quote-part sur l'autoroute gérée par FH, je pense que quand même, si on gagne 30%, on peut renoncer à quelque chose. Oui, c'est ça. Autre chose, il y a les loyers. On a ouï dire que maintenant les bailleurs ou les agences immobilières exigent 4 mois de loyer ou de commission, je ne sais pas comment ils l'appellent maintenant. Est-ce que vous êtes au courant de ces choses et qu'est-ce que ça vous dit? Ce dont je suis au courant, c'est que la loi a été appliquée. On a eu à évaluer, des recommandations ont été faites et je crois que nous sommes en train de nous réunir, association de consommateurs, État, agents immobiliers, pour voir là où il faut rectifier le tir pour le bénéfice des usagers. Vous ne pensez pas que c'est trop tard parce que ce qui se passe à Dakar, vraiment, c'est hors de tout contrôle? Vous savez, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il suffit tout simplement une volonté étatique et de pouvoir nous remettre en cause. Ce qui est important, c'est à un moment donné, il faut savoir se remettre en cause et regarder ce qu'il faut rectifier et le faire pour les usagers. C'est avant de terminer, vous avez parlé des associations de consommateurs. On a vu que chacun ou chacune tire de son côté. La question que se posent les Sénégalais, à quoi vous servez aujourd'hui? Oui, c'est-à-dire que nous sommes nombreux. Il y a au moins plus de 23 associations de consommateurs. Chaque association doit défendre les intérêts des consommateurs. Donc, au moins, nous pouvons nous retrouver sur l'essentiel. Le reste n'est que secondaire. On peut avoir une vision qui n'est pas la même avec une autre association de consommateurs, mais nous devons concourir à défendre les intérêts des consommateurs. C'est ça. Et puis, les associations de consommateurs sont-elles démocratiques? Les instances, est-ce qu'elles sont renouvelées régulièrement? Oui. Au niveau de l'ASCOSEN, nous avons toujours eu, parce que renouveler une association de cette importance-là demande beaucoup de moyens. On ne peut pas le faire tous les 5 ans. Mais à chaque fois qu'on ait eu à le faire, c'est une participation inclusive, département et région, qui viennent dire nous renouvelons notre confiance à notre président national et la personne ne peut rien. Donc, il a la légitimité parce que tout simplement, tous les démembrements de l'ASCOSEN le supportent. Je pense que d'autres aussi font pareil. Il y a aussi une chose que l'on voit, c'est que quand l'État veut faire passer des pilules, il appelle souvent des associations de consommateurs pour leur dire vous parlez avec les Sénégalais, comme ça ils vont comprendre que ce que nous faisons. Je ne suis pas d'accord. La pilule, c'est quoi? Une décision, quand elle s'impose, nous,
nous disons oui. Et parfois, nous disons non. Ça dépend où est l'intérêt des populations. Cet intérêt peut être explicité différemment. Mais ce n'est pas parce que l'État veut passer une pile en passant par nous. Parfois, on dit non. Mais quand l'intérêt supérieur des populations nous commande, nous sommes obligés d'accompagner, de sensibiliser et de faire comprendre aux populations. C'est ça, donc... Mais dans l'intérêt des populations. Ouais. Et rien que dans l'intérêt des populations. Merci beaucoup, M. Cissé. Donc, est-ce qu'il ne faille pas dire aujourd'hui aux Sénégalais, les temps sont durs, le monde est difficile, est-ce qu'il... bon, vous devez vous attacher les ceintures, faire des économies, parce que le monde sera de plus en plus compliqué, les prix vont coûter de plus en plus... En fait, les denrées vont coûter de plus en plus cher. Est-ce que ça, ce n'est pas le meilleur message qu'il faut leur envoyer? Moi, je n'ai pas le pressentiment que ce que nous observons actuellement sur le riz, sur l'huile, est structurel. Non, c'est un phénomène qui disparaît et je vous dis que sur l'huile, l'offre est croissante. Sur le riz, c'est au mois de mars où les prix vont baisser. Et sur beaucoup de denrées, je crois que c'est l'offre qui doit se... L'environnement international n'est pas encore à remettre en cause pour les prix. Cependant, il va falloir que l'État soit debout pour enrayer toute velléité spéculative. Parce que les commerçants aussi ne sont pas généralement, ils profitent d'une situation. Ce n'est pas des enfants de cœur. Non, ce n'est pas des enfants de cœur. Généralement, ils profitent des situations. Très bien. Merci beaucoup, M. Cissé. On va passer du côté de Yorodia, donc journaliste spécialiste des questions internationales et géostratégiques. La première question, Yoro, après vous avoir remercié, c'est on a vu que le président turc, Erdogan, est souvent à Dakar. Sûrement, ce n'est pas le soleil dakarois ou sénégalais qui l'y amène. Il y a également du business à côté et tout ça. Comment on peut expliquer la récurrence ou la fréquence de ces visites au Sénégal? Merci Hassan, c'est toujours un plaisir de venir sur ITV. On dit en sciences politiques que les États n'ont pas d'amis et ils n'ont que des intérêts. On dit aussi qu'un État définit la géographie de son intérêt national. Ça veut dire que la Turquie est un grand pays. Ça veut dire que la Turquie, je compare souvent trois pays, la Turquie, l'Iran et la Russie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est des pays, mais ce n'est pas des pays ordinaires, parce que c'est des pays qui ont un passé impérial. Quand on dit l'Iran, c'est 2500 ans d'histoire de la Perse antique. Quand on dit la Russie, c'est Poutine, mais aussi c'est l'Empire russe. Quand on dit Turquie, c'est l'Empire ottoman. Il ne faut pas oublier que les Turcs ont eu l'un des plus grands empires du monde qui s'étendait des Balkans jusqu'en Arabie. Donc Erdogan a toujours ce passé impérial. Donc à un certain moment, il a voulu entrer en Europe, les gens lui ont dit non, et il s'est tourné vers l'Orient. Il s'est rappelé qu'il avait un passé oriental, donc c'est pourquoi il est très actif sur le Moyen-Orient. Il est actif sur la Libye pour rappeler aussi que la Libye faisait partie de l'Empire ottoman. Aujourd'hui, c'est quoi la constante dans la mondialisation? Venir en Afrique fait partie des attributs de la puissance. C'est pourquoi on a des sommets France-Afrique, on a des sommets Russie-Afrique, on a des sommets Grande-Bretagne-Afrique. Et c'est ça les relations internationales. Malheureusement, les Africains ne sont pas encore des acteurs des relations internationales. Et comme je dis souvent en caricaturant, demain, s'il y a Monaco qui dit aux pays africains, venez, on fait un sommet Monaco-Afrique, vous verrez les dirigeants africains y aller. Mais donc la Turquie a défini la géographie de son international. Maintenant, il appartient au Sénégal de définir la géographie de son international. Et ça, si on le fait, le Sénégal veut se développer en faisant appel à l'investissement direct étranger. Donc c'est le Sénégal qui veut faire comme Dubaï, qui dit au monde, venez investir au Sénégal, nous sommes un pays stable politiquement, ce qui est vrai, nous avons aussi une stabilité réglementaire. C'est ça qui amène les gens. Et ça, c'est un bon indicateur pour moi. Ça veut dire que l'Afrique de l'Ouest est immense, mais les Turcs ont privilégié le Sénégal. Et quand tu vois aussi les investissements chinois, les Chinois aussi privilégient le Sénégal. Parce que quand c'est des investissements lourds, tu as besoin d'avoir affaire à un état de droit et tu as aussi besoin d'avoir ce qu'on appelle la stabilité réglementaire. Et c'est quoi une stabilité réglementaire? Qu'il y ait changement de pouvoir, qu'un nouveau régime arrive en disant tout ce qu'a signé l'autre régime ne m'engage pas. Donc notre pays est devenu attractif
est attrayant pour les investissements étrangers. Et c'est ça qui a amené l'autoroute à péage, c'est ça qui amène aujourd'hui les Turcs, c'est ça qui amène les Chinois, et c'est ça qui va amener demain d'autres pays. Mais il faut que les Sénégalais soient conséquents. Et comme je dis, il faut qu'on ait la schizophrénie. On ne peut pas vouloir se développer en faisant appel à l'investissement direct étranger, en disant aux gens, venez investir au Sénégal, c'est un pays stable, c'est un pays d'état de droit, et deuxièmement, dénoncer la néocolonisation française, dénoncer la colonisation turque, dénoncer l'invasion chinoise. C'est un choix. Maintenant, il appartient à l'État de définir la géographie de son international. Quand tu vas à Dubaï, Dubaï est l'incarnation de la mondialisation. Il y a trop d'investisseurs à Dubaï, il y a beaucoup d'investisseurs à Dubaï, et pourtant les gens de Dubaï n'ont pas l'impression que leur pays ait été colonisé. Ils ont l'impression de faire venir des gens et de leur faire travailler. Et pour que Dubaï accède à ça, le problème a été réglé par le fondateur des Émirats. Évidemment, le nationalisme, l'orgueil national est naturel chez tous les peuples. Quand les gens ont commencé à investir, les gens de Dubaï s'agitaient en disant on est envahi. Il a convoqué une grande confédération tribale. Il leur a dit mais nous, il ne faut pas oublier que nous vivons dans le désert. On n'aime pas le désert, nous les Arabes. On n'a pas le choix. S'il y a des gens qui sont assez fous pour venir investir dans le désert, il faut leur laisser. Il leur dit mais les Britanniques qui font des tours, est-ce que s'ils retournent en Angleterre, est-ce qu'ils vont amener ce qu'ils ont construit? Les gens ont dit non. Il dit, mais l'Américain qui construit, est-ce qu'il s'il meurt, il amène la tour dans sa tombe? Les gens ont dit non. Il a dit donc laissez-les construire. Et je pense que le Sénégal doit avoir cette posture-là. Nous sommes dans la mondialisation, nous devons avoir cette posture d'ouverture en demandant aux gens de venir investir, mais tout en sauvegardant les intérêts de l'État. Et à mon avis, c'est là où il faut insister. C'est ça, il y a autre chose, c'est-à-dire Erdogan est passé à Dakar après pour achever une tournée africaine. Je pense qu'il est passé en Algérie et en Gambie voisine. Alors, les gens disent que l'Europe lui a fermé ses portes. Il y a même un moment où Sarkozy disait que jamais, au grand jamais, la Turquie n'entrera dans l'Europe parce que la Turquie n'est pas en Europe. Elle se trouve en Asie mineure. Est-ce que ce n'est pas parce qu'une porte est fermée là-bas que la Turquie vient en Afrique en dernier ressort? Mais la Turquie serait venue en Afrique, même si on avait ouvert les portes de l'Europe. Et c'est là où j'ai toujours pensé que Sarkozy et les Européens font preuve de mauvaise foi. La Turquie, évidemment, une partie de la Turquie se trouve en Europe. Mais quand tu vois l'histoire de la Turquie, les 2 tiers de l'histoire de la Turquie se sont déroulés en Europe. C'est-à-dire les gens oublient que la Turquie a assiégé Vienne. Quand on dit Vienne, c'est l'Europe centrale. Les Turcs ont assiégé Vienne 2 fois. Les Turcs ont fait plusieurs guerres avec la Russie. Les Turcs ont fait plusieurs guerres avec la Russie, notamment en Crimée. Et puis, quand il y a eu le conflit entre Charles Quint et François Ier, roi de France, pour le contrôle de l'Empire Saint-Germain germanique, mais le sultan ottoman, Suleiman le Magnifique, a été le plus grand allié de Charles Quint. Ça veut dire que donc, la plus vieille ambassade de France au monde se trouve en Turquie, parce que la Turquie est un acteur européen. Maintenant, les Européens ne veulent pas que la Turquie adhère à l'Union européenne, parce que vu la population de la Turquie, qui est une population musulmane, si la Turquie adhère à l'Union européenne, on risque de se retrouver au Parlement européen avec une minorité de blocage composée de députés musulmans. Pour moi, le problème, c'est juste un sentiment anti-musulman qui ne veut pas que les Turcs entrent en... Mais quand on voit l'histoire de la Turquie, toute l'histoire de la Turquie presque s'est déroulée en Europe. Et évidemment, les provinces orientales, c'était des provinces, mais la Turquie s'est toujours tournée vers l'Europe. Quand, après la Deuxième Guerre mondiale, le déclin de l'Empire, Atatürk s'est tourné vers l'Europe. Aujourd'hui, Erdogan, on lui a fermé les portes de l'Europe, il s'est retourné vers l'Orient et il développe la Turquie, sa puissance en Afrique. Et comme je dis aujourd'hui, ça fait partie des attributs de grande puissance que de dire j'ai eu mon sommet Afrique. Donc la Turquie le fait, la Chine le fait, demain Singapour va convoquer les dirigeants africains et les dirigeants africains ils s'en iront. Maintenant, il faut que les Africains aussi définissent la géographie de leur internationale au lieu de se comporter comme des moutons de Panurge. Chaque fois qu'on les convoque, ils y vont, il faut qu'eux aussi ils définissent la géographie de l'international. Surtout par rapport à la France. En sciences politiques, les stratèges disent souvent que la France est une puissance africaine. Aujourd'hui, si la France est une puissance respectée dans le monde, c'est grâce à son savoir-faire en Afrique. Quand on fait de la géopolitique, la plus grande puissance dans le monde, ce sont les États-Unis d'Amérique. La puissance en Europe, c'est l'Allemagne, parce que l'Europe, il n'y a plus de guerre. Et la première économie européenne, c'est l'Allemagne. Maintenant, pour que la France puisse avoir des attributs de grande puissance, la France fait invoquer son savoir-faire en Afrique. Et c'est pourquoi elle est intervenue au Mali, elle intervient en Centrafrique, elle est intervenue en Libye. Et ça, la France définit la géographie de son international. Il appartient aussi aux pays africains de définir la géographie de leur international. Et non plus se contenter, comme on dit, de la dialectique du cheval et du chevalier. Les Africains se contentent trop d'être dans la posture du cheval. C'est ça. Il y a également autre chose. Il a été annoncé la création d'un centre culturel turc
et l'approfondissement de la coopération en matière de politique de la diaspora. Alors, il y a une chose qu'on a notée ces dernières années, c'est l'histoire de Yavuz Selim. Donc, tout le monde dit que Erdogan a imposé au Sénégal la fermeture de cet établissement pour mettre autre chose qui s'appelle Marif, si je ne m'abuse, etc. Est-ce que un chef d'État venu de l'étranger peut être aussi condescendant ou peut donner des directives chez nous en la matière? Il l'a imposé au Sénégal, il l'a imposé dans beaucoup de pays. Il a même failli imposer ça aux États-Unis en demandant aux Américains d'extrader Fethullah Gülen. Et comme on dit, la raison d'État finit par écraser la fleurette, même si la fleurette a raison. Ça veut dire que l'État du Sénégal a dû juger pour des questions de raison d'État entre une école et les intérêts du Sénégal et le rapport privilégié qu'ils ont avec Erdogan. Ils ont peut-être dû sacrifier un principe pour régler le problème. Mais comme c'était une école turque, et c'était une affaire de la Turquie, donc la Turquie a décidé qu'elle devait mettre la pression sur l'État du Sénégal. Mais l'État du Sénégal, de façon souveraine, a décidé de fermer l'école. Ils l'ont fait. Les Turcs l'ont fait, même les Turcs mettent la même pression sur l'Allemagne. Et c'est ça un pays de puissance impériale. Et c'est ça aussi un État. Un État doit avoir les moyens de son orgueil. Et aujourd'hui, la Turquie a des rapports très durs avec l'Union européenne. Quand les Européens leur donnent des leçons, ils leur disent, si vous continuez comme ça, nous, on ouvre les frontières. Donc nous sommes le dernier tampon entre vous et les millions d'immigrés syriens. Donc nous sommes la porte de l'Europe. D'ailleurs, historiquement, on appelait la Turquie la sublime porte. Si vous commencez à nous dire des choses, on ouvre la porte. Et la Turquie a fait la même chose avec les États-Unis. Quand ils ont voulu, en disant nous ne voulons pas de Kurdes à la frontière syrienne, et puis ils ont envoyé l'armée kurde, c'est après qu'ils ont allé voir, ils sont partis trouver un arrangement avec. C'est comme ça que doit réagir un État. Sur la scène internationale, un État n'a que deux acteurs, le diplomate et le soldat. Quand on peut régler diplomatiquement la chose, comme avec Yavuz Selim, en négociant au Sénégal pour que le Sénégal forme l'école, tant mieux. Mais quand ça ne marche pas aussi, de temps en temps, l'État envoie les soldats comme ils l'ont fait avec la Syrie. Mais sur le plan culturel, ce serait bien qu'on ait un centre culturel turc, parce que la Turquie est un pays de grande civilisation. Et comme je dis souvent, il y a des endroits qu'il faut avoir vus dans sa vie avant de mourir. Sainte-Sophie en fait partie, la mosquée. C'est un très grand pays, c'est un pays de très grande culture. Il ne faut pas aussi que les musulmans oublient que pendant très longtemps, le sultan d'Istanbul était considéré comme le calife de tous les musulmans. Le califat d'Istanbul, pendant très longtemps, était considéré comme le califat de tous les musulmans. Très bien, on aurait pu parler d'autre chose, par exemple, de l'implication turque en Libye, mais on va reporter ça. On va aborder le plan de paix que Donald Trump a proposé cette semaine, c'était mardi 28, qui, les observateurs l'ont dit, penche du côté israélien. Est-ce que la conclusion qu'on peut tirer aujourd'hui, ça peut être la suivante? C'est fini pour la Palestine, elle a perdu la guerre. C'est pourquoi Donald Trump, Israël peuvent faire aussi ce que bon leur semble. Qu'est-ce que vous pensez vraiment du sort aujourd'hui de la Palestine? Non, ce n'est jamais fini, parce que quand on voit l'histoire d'Israël, l'histoire des Juifs, il y avait une prière que les Juifs récitaient l'an prochain à Jérusalem. Et ça a duré presque plus de 1000 ans pour que les Juifs reviennent à Jérusalem. Ce n'est jamais perdu pour un peuple. Ça veut dire que ce n'est pas un plan de paix. À la limite, Trump veut faire comme c'est un homme d'affaires, il veut faire du business. Pour faire un plan de paix, il faut au moins mettre les deux protagonistes sur la même table pour leur dire discuter. Et c'est ce que Clinton avait fait, c'est ce que les gens ont toujours fait. Trump a fait son plan et a dit, voilà le plan. Si vous l'acceptez, c'est bien. Si vous ne l'acceptez pas, tant pis. On ne négocie pas comme ça. À mon avis, Trump le fait pour des questions de politique intérieure. Il est en train de chercher à se faire réélire. Il sait que le lobby juif est très puissant aux États-Unis. Donc il sait que les évangélicals, ce qu'on appelle les évangélicals, ceux qui pensent que le Messie va bientôt arriver aux États-Unis, le Messie doit revenir sur terre, et que pour que le Messie arrive, il faut que tous les Juifs immigrent en Israël, se convertissent au christianisme. Donc ce sont des lobbies très puissants aux États-Unis. Donc Trump est en train de courtiser ces gens-là en leur disant, vous voyez ce que je fais pour Israël. Et à mon avis, c'est très grave pour aujourd'hui, c'est très grave pour la puissance américaine. Parce
parce que Trump est en train de faire passer les États-Unis à un statut de puissance hégémonique, à un statut de puissance relative. Et c'est ça le grand danger. Sur Jérusalem, il a dit désormais, c'est Jérusalem qui est la capitale d'Israël. Il a déménagé l'ambassade des États-Unis. Les Européens, qui depuis 1945 ont toujours suivi les États-Unis parce qu'ils pensaient que les États-Unis étaient le champion du monde libre. Mais quand il est champion du monde libre, il y a un aspect moral, le leadership moral. Avec Trump, les États-Unis ont perdu le leadership moral. Il a dit, ouais, c'est la première fois ça depuis 1945. Je déménage l'ambassade à Jérusalem. Les gens lui ont dit, nous, ça ne nous concerne pas. Donc les États-Unis deviennent une puissance relative. Les États-Unis sont partis là-bas, il n'y a que le Honduras qui a suivi. Sur l'accord avec l'Iran, il a dit non, non, ça ne me concerne pas, je déchire l'accord. Les gens lui ont dit, oui, mais vous pouvez le faire, mais nous, on pense que l'accord tient toujours. Donc, pour des questions de politique intérieure, il est en train de faire les États-Unis une puissance relative. Donc, on ne peut pas dire que c'est fini pour les Palestiniens. Il y a un proverbe arabe qui dit « Ajar khabladar, warrafi khablatarikh ». Ça veut dire qu'il faut choisir le voisin avant la maison et le compagnon avant la route. Ça veut dire que Juifs et Arabes sont obligés de vivre ensemble en Terre Sainte. Trump va passer, Netanyahou va passer, mais tôt ou tard, il va y avoir une solution. Et à mon avis, on ne peut pas trouver une solution meilleure que celle qu'on avait dit en 1967. Deux États respectant les frontières et ayant Jérusalem comme capitale. C'est ça. Et pourquoi je dis que Donald Trump, il mène la danse comme il veut? C'est parce qu'on a vu l'ONU qui n'existe, en fait, qui est en difficulté, avec un secrétaire général qui passe son temps à pleurnicher. On a vu également l'Union européenne qui est engluée dans les histoires de Brexit, l'Afrique qui est dans ces histoires de développement et de malgouvernance. Est-ce que Donald Trump, tous ces facteurs-là ne lui permettent pas, ne lui ont pas permis de mener la danse comme il l'entend? Non, mais ça a toujours été un des éléments de la politique extérieure américaine. Et ça, les Américains l'ont défini avec ce qu'ils appellent la doctrine Clinton. Ils disent que la doctrine Clinton, c'est unilatéral. Unilatéral when we must and multilatéral when we can. Ça veut dire que unilatéral quand nous devons et multilatéral quand nous pouvons. De 1945 jusqu'à l'arrivée de Trump, les Américains ont toujours essayé le multilatéralisme. Quand ça ne marche pas, on passe en force. Et c'est ce qui est arrivé lors de la guerre en Irak. Bush a essayé de convaincre les gens d'aller faire la guerre en Irak. Ils ont refusé. Il a dit donc je fais la guerre moi-même. Je fais la guerre. Et c'est pourquoi j'aime bien la formule de Bakary Samb qui dit que le droit international est mort en 2004. Quand l'ONU dit que la guerre d'Irak est illégale, Bush dit que même si c'est illégal, je fais la guerre. Ouais. Et j'ajoute souvent après Bakary Samb qu'elle n'est pas morte en 2004. Elle n'a jamais existé. Parce que l'histoire des relations internationales est une histoire de rapport de force. Et aujourd'hui, la puissance hégémonique américaine permet à Trump de dire voilà ce que je fais. Mais ce qui est grave aujourd'hui, c'est que les États-Unis, la parole des États-Unis est devenue une parole relative. Très bien. Et pour en terminer, le conflit israélo-palestinien, on l'observe tous, n'est plus la priorité des Arabes. Ça ne l'a jamais été. Ça n'a jamais été la priorité des Arabes. Les États arabes, de façon successive, quand il y avait des problèmes internes, se sont appuyés sur la Palestine pour des considérations internes ou pour des considérations politiques extérieures. Aujourd'hui, les États arabes sont prêts et sont prêts à sacrifier la Palestine. C'est-à-dire quand l'Égypte avait des problèmes, ils brandissaient le problème palestinien. Quand l'Irak avait des problèmes, ils brandissaient le problème palestinien. Mais ça n'a jamais été une priorité pour les pays arabes. Chaque pays arabe l'a utilisé de façon successive. Quand on voit Saddam Hussein, quand il a eu des problèmes, il fait appui en disant la première exigence que je demande, c'est la libération de la Palestine. Même les Iraniens s'y mettent aussi. Ça veut dire que c'est juste un instrument que les pays arabes à tour de rôle utilisent pour légitimer une certaine politique. Mais ça n'a jamais été une priorité. Et c'est pourquoi j'ai toujours pensé que pour qu'il puisse y avoir la paix, il faut qu'Israël et les Palestiniens se mettent autour d'une table pour négocier. C'est un critère fondamental. C'est ça. Et donc, ça, c'est une forme de cynisme. Hein? Non, c'est une forme de cynisme. C'est une forme de cynisme. La Jordanie, la Syrie, l'Iran, chacun a tout, même la Libye, chacun a tout de rôle à invoquer. C'est une sorte de problème moral. C'est un principe que les gens invoquent, mais ils ne sont pas prêts à faire grand-chose. Ils ne sont pas prêts à faire grand-chose. Et puis le prince Trump, par exemple, Mohammed Ben Salman, qui est le prince héritier d'Arabie Saoudite, avait dit oui, mais pourquoi pas les Palestiniens se focalisent pour avoir Jérusalem comme capitale, ils peuvent se déplacer ailleurs. Il a fallu que son père le rappelle à l'ordre, en lui rappelant que Jérusalem, ce n'est pas seulement pour les Palestiniens, c'est le troisième lieu saint de l'islam. Le plan qu'on avait en 1967, ça veut dire qu'un État juif
un État arabe avec Jérusalem international capitale des États, on ne peut pas sortir de ce canevas-là, même si Benjamin Netanyahou essaie de faire le fait accompli. Aujourd'hui, on parle souvent, les gens ne se rendent pas compte, on parlait souvent d'enclaves israéliennes dans les territoires occupés, mais aujourd'hui, quand tu vois le rapport de force démographique et l'occupation, aujourd'hui, ce sont les villages palestiniens qui sont devenus des enclaves dans des territoires israéliens. Et donc, Benjamin Netanyahou veut de fait montrer aux gens que deux États, ce n'est plus possible. Être rempli aide beaucoup. Oui, ça c'est des sujets passionnants. Il y a un dernier aspect, en fait, autre chose, c'est avec la Chine, le coronavirus qui est en train de faire des morts et beaucoup de cas de contamination. Donc ça touche en priorité le pays le plus peuplé du monde, 1,5 milliard si je ne m'abuse. Et la question qu'il faut se poser aujourd'hui, quelles peuvent être les conséquences? Parce qu'on se rappelle aussi, on sait aussi que la Chine, c'est l'atelier du monde. Il y a des pays qui sont en train de l'isoler un peu. Des compagnies se rechignent à le desservir, etc. Quelles peuvent être les conséquences du coronavirus sur l'état du monde? On vit déjà les conséquences, mais il ne faut pas oublier aussi que nous sommes en géopolitique et que la géopolitique, c'est une histoire de rapport de force et de puissance. La Chine, ce n'est pas la Guinée. Et c'est pourquoi quand tu vois le communiqué de l'OMS, le patron de l'OMS qui est parti voir le président chinois avant de sortir en Guinée, comme je dis souvent, et puis l'histoire du monde, c'est des histoires de rapport de force, c'est des histoires de puissance. Quand on dit l'empire du milieu, parce que dans la cosmogonie chinoise, les Chinois ont toujours été, pensent d'ailleurs toujours, que la Chine est au centre du monde. Et la Chine est la deuxième puissance économique du monde. La Chine est la deuxième puissance militaire du monde. On ne peut pas isoler la Chine. Et c'est pourquoi les gens vont essayer rapidement de trouver une solution. La Chine, ce n'est pas l'Afrique, parce que l'Afrique ne fait pas 2% du commerce mondial. Et comme vous dites, la Chine est l'usine du monde. La Chine est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine a un droit de veto. C'est l'une des très grandes puissances. Et c'est pourquoi, et puis le monde ne peut pas isoler la Chine. Ce n'est pas comme la Guinée du cas d'Ebola, un pays qu'on isole et que ça passe inaperçu. Et c'est pourquoi l'OMS et tous les pays vont faire des efforts extraordinaires pour régler le problème. Parce qu'on ne peut pas déconnecter la Chine aujourd'hui de l'économie mondiale. Donc le primat économique, le primat militaire et le primat géopolitique va faire qu'on trouve une solution. Si c'était un État africain, je suis sûr que l'OMS aurait déjà pris une mesure de quarantaine. Mais l'idée le communiqué de l'OMS qui dit, bon, et puis évidemment la situation c'est une urgence mondiale, mais on n'est pas encore en phase où on dit aux gens n'allez pas en Chine. Ça, j'imagine qu'il a dû en discuter avec le président chinois. Et c'est l'avantage d'être une grande puissance. Il y a également, pour terminer, des étudiants sénégalais qu'on a vus sur les réseaux sociaux qui demandent à rentrer au pays parce que la mort, personne ne la veut. Vous pensez qu'est-ce que doit faire l'État sur ce plan? Les rapatrier. Les rapatrier à partir du moment où la France, les États-Unis ont rapatrié leurs ressortissants. À mon avis, si ces États-là le font, ça veut dire que la menace est très grave et la menace est très sérieuse. Maintenant, il y a d'autres considérations. C'est des pays qui ont des moyens de mettre en quarantaine les gens qui viennent de là-bas. Est-ce que nous, notre État a les moyens de prendre toutes les dispositions sécuritaires pour le faire? Et c'est là où la raison d'État intervient de temps en temps. Mais sur le principe, l'État doit les rapatrier. Moi, je crois que le président a offert 500 000 francs à chaque étudiant et que le ministère de la Santé, par son directeur de cabinet, ils sont en train d'étudier le fait de pouvoir les rapatrier. Merci beaucoup, monsieur Cissé, pour l'information. Merci beaucoup, Yoro, d'avoir répondu à notre invitation cet après-midi. Merci beaucoup. On en est honoré. Donc c'est la première partie. La deuxième partie va arriver tout de suite avec l'autre invité, Samuel Sène, qui va nous parler du développement au Sénégal ou du désordre des instituts privés de formation du supérieur. À tout de suite. Angle d'attaque. En cette deuxième partie d'Angle d'attaque, nous allons recevoir, comme annoncé un peu plus tôt, Samuel Sène. Il est écrivain et chercheur. On a noté ces derniers temps la contribution qu'il a délivrée dans la presse quotidienne consacrée aux instituts de formation privés du supérieur, donc qui se sont développés de façon inouïe dans le pays et d'une certaine façon, désordonnée pour ne pas nous répéter. Merci donc, M. Sène, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, M. Gueye. C'est moi qui vous remercie de m'inviter à donner mon avis sur cette contribution que j'ai à
que j'ai eu à faire le 6 janvier dernier. Très bien, merci pour la précision. On a relevé une forme de scepticisme dans la contribution que vous avez publiée dans la presse. Qu'est-ce qui vous gêne donc dans le développement des instituts de formation, développement qu'on a noté depuis une dizaine d'années dans le pays et notamment dans la capitale? Oui, il faut même dire qu'il y a vraiment un foisonnement d'instituts de formation du supérieur au Sénégal. Il y a vraiment aujourd'hui au Sénégal, ce n'est même pas depuis une décennie, c'est depuis un peu plus de 2 décennies même. Ça a commencé vers les années 2000. C'était au lendemain du coup d'État en Côte d'Ivoire, quand le général Gueye a renversé le président. Les Sénégalais qui étaient partis s'implanter en Côte d'Ivoire et qui avaient créé là-bas des instituts sont revenus. Avec eux, des Ivoiriens sont venus au Sénégal pour monter des instituts. Il y a eu aussi des Marocains. Il y a même des Français qui ont aujourd'hui au Sénégal des instituts. Donc, c'est beaucoup d'Africains qui sont là. Et bon, des Sénégalais, de la diaspora et des Africains. C'est ça. Et qu'est-ce qui vous gêne dans le développement de ces instituts, précisément? Nous avons dit que les instituts ne sont pas véritablement bien organisés, bien encadrés, bien régulés. Il y a une autorité que l'État a mise en place, c'est l'ANAQ-Sup, l'autorité nationale d'assurance qualité. C'est pour faire en sorte qu'il y ait un cahier des charges pour que toute personne physique ou morale qui voudrait créer un institut puisse s'en référer à cette autorité, remplir le cahier des charges, c'est-à-dire avoir les locaux nécessaires, avoir le corps professoral nécessaire, et puis bon, dispenser des filières qui répondent véritablement aux besoins de l'État et des entreprises privées qui se trouvent au Sénégal. Parce que c'est l'État qui recrute et ce sont les entreprises qui recrutent. Mais quand on laisse les instituts se former, disons, se créer comme ça, sans répondre véritablement aux besoins de l'État et des entreprises en place, bien entendu, on va former beaucoup de chômeurs qui vont poser beaucoup de problèmes à l'État du Sénégal. Donc, vous avez tiré un peu la conclusion, les instituts que nous avons ici ne forment pas bien du tout cette jeunesse. Est-ce que c'est ce que vous voulez nous dire? Il faut dire, par exemple, qu'il y a des instituts qui sont là, qui font une très bonne formation. Il y a, par exemple, beaucoup de parents, quand leurs enfants réussissent au baccalauréat, au lieu de, s'ils n'ont pas les moyens de les envoyer à l'étranger, ils les envoient directement dans des instituts privés de renommée. Il y a beaucoup d'instituts de santé, il y a des instituts dans la communication, il y a des instituts dans le leadership management, dans l'informatique. Donc, toutes les filières sont pratiquement dans ces instituts-là. Je ne vous pas, il y a un nouvel institut, c'est l'Institut du pétrole et du gaz, parfaitement, qui est une institution publique, si je ne m'abuse. Est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens, compte tenu du contexte? Vous savez, jusque-là, ce qui faisait la force du Sénégal, ce n'était pas les ressources du sol ou du sous-sol sénégalais, c'était la qualité de ces ressources humaines. Et nous avons, dans le plan Sénégal émergent, un des axes qui se trouve être le capital humain. J'évoque cela parce que si on prend par exemple si on prend le cas de Blaise Diagne, il fut le premier député noir élu à l'Assemblée nationale française. Senghor, le premier noir agrégé de grammaire. Vous prenez par exemple Cheikh Anta Diop, un savant sénégalais, qui a eu à démontrer à partir même de son laboratoire, qui a été monté ici à l'IFAN, que l'Afrique était le berceau de l'humanité. Et il avait même recommandé aux Africains de s'armer de sciences jusqu'aux dents. Vous prenez un Amadou Mokhtar Mbow, qui fut directeur de l'UNESCO, un Jacques Diouf, qui fut directeur de la FAO. Toutes ces personnes-là ont eu à porter très haut le drapeau national du Sénégal. Vous prenez Kéba Mbaye, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour le CIO? Il a beaucoup fait. Il a rénové le CIO. Il a beaucoup apporté, notamment leur comité d'éthique là. C'est lui qui l'a mis en place, Kéba Mbaye. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que le Sénégal rivalise toujours, disons, de compétences avec le reste du monde? C'est ça le problème aujourd'hui. C'est ça. Donc vous voulez dire qu'il y a une petite sortie de route ou une grande sortie de route. Si on ne fait pas attention,
l'héritage risque de ne pas être sauf. Alors, c'est l'État qui délivre tous les agréments. Il doit y avoir des cahiers de charges, des critères ou des contrats de performance. Comment sont délivrés tous ces agréments, à votre avis? Il faut dire qu'avant même l'enseignement supérieur, il y a, par exemple, l'éducation nationale, depuis le préscolaire jusqu'au secondaire, en passant par le moyen, le primaire, le moyen. Donc, même là encore, il y a le paquet. Le paquet, c'est le programme d'appui à la qualité, à l'équité et à la transparence. Il faudrait faire en sorte que véritablement le paquet soit une réalité et non plus un slogan. Après maintenant, au niveau du supérieur, nous avons l'ANAQ-SUP, l'Autorité nationale d'assurance qualité, qui devrait aussi être une réalité au Sénégal. C'est-à-dire, l'Autorité nationale d'assurance qualité devrait pouvoir délivrer des agréments pour tous ceux qui voudraient ouvrir un institut. C'est-à-dire, ces gens-là devraient remplir toutes les conditionnalités là contenues dans le cahier des charges. C'est-à-dire, les locaux, il faut avoir vraiment de bons locaux, bien équipés, et il faut avoir vraiment une bonne équipe pédagogique, une très bonne équipe pédagogique. Et surtout, il faut exiger de l'équipe pédagogique qu'elle ne stagne pas. C'est-à-dire, vous avez des enseignants qui commencent à un certain niveau et qui ne progressent plus pendant que leurs étudiants progressent. Il faut que les enseignants aussi passent de leur statut d'assistant à maître assistant, de leur statut de maître assistant à maître de conférence, et puis de leur statut de maître de conférence à professeur. Ça, parce que sinon les étudiants vont progresser et les enseignants ne progresseront pas. Alors que la progression doit être des deux côtés. Très bien. Dans votre contribution, on a également noté un point intéressant, c'est-à-dire que l'université de Dakar, l'UCAD, est classée à la 2895e place dans les classements. Parfaitement. Alors, d'où vient cette place ou ce chiffre? Où est-ce que vous tirez tout ça? C'est une revue anglaise qui fait annuellement le classement des meilleures universités au monde. Times Higher Education World University Rankings. C'est cette revue-là qui fait le classement. Et bon, ils ont leurs critères. Hein. C'est pas bon ce classement. Bon, c'est pas bon parce que déjà, nous sommes un pays francophone. Le classement fait la part belle aux pays anglophones. Et puis bon, il y a aussi véritablement des critères qu'ils ont fixés, notamment le budget de l'université fait partie de ça. Le budget par étudiant. Il faut aussi voir la visibilité de l'université en termes, par exemple, sa visibilité en termes numériques. Si cette université-là est présente, par exemple, dans un site web qui fréquente ces universités, le nombre de chercheurs dans cette université qui publient des articles scientifiques dans des revues scientifiques. Est-ce que nos universités font tout ça? Parce que aussi nos enseignants se suffisent toujours très peu de ce qu'ils ont déjà, ne cherchent plus à progresser. Alors que aussi bien les étudiants que les enseignants doivent commencer à produire. Parce que l'étudiant déjà, en année de maîtrise, est appelé à produire un rapport de stage ou un mémoire. C'est le premier document scientifique de l'étudiant. Tous les enseignants ont eu à produire ce document-là. Et ce document-là obéit vraiment à des normes scientifiques. Il y a toute une rigueur, toute une méthodologie pour produire ce document-là. Et malheureusement, bon... Très bien. Et dans votre sortie également, vous avez égratigné un peu les journalistes fraîchement sortis des écoles. Vous avez notamment dit qu'ils ne savent plus aligner des bonnes phrases et tout ça, que le niveau est cataclysmique. Pourquoi toute cette sévérité? D'où est-ce que ça vient? Vous savez, j'ai choisi juste deux exemples. L'exemple des journalistes et l'exemple des infirmiers, infirmières et des sages-femmes qui sont dans la santé. Les journalistes, parce qu'ils sont bien en vue, ils s'expriment à la télé ou à la radio et les gens les écoutent. Et si on se rappelle, au temps de Senghor, il était impensable qu'un journaliste fasse des fautes. Tous les journalistes qui étaient là avaient peur de faire des fautes. En tout cas, ils veillaient à leur niveau de langue. On peut dire même qu'à l'époque, les journalistes avaient un bon niveau de langue. Et le bon niveau de langue, ce n'est pas à partir de l'université, c'est à partir du primaire.
Ça commence dès le primaire. Et bon, on a connu, disons, la politique, parce que aussi, c'est l'État qui définit sa politique nationale. Ses politiques sectorielles en matière d'éducation, en matière de santé, ainsi de suite. Mais nous avons l'Organisation des Nations Unies aussi, qui avait les objectifs du millénaire pour le développement, qui sont devenus aujourd'hui les objectifs pour le développement durable. Et dans ces objectifs-là, il y avait la scolarisation universelle, qui faisait que, bon, le Sénégal, voulant atteindre cet objectif-là, laissait les élèves passer du CI au CM2 ainsi, sans redoubler. Mais les élèves n'avaient pas toujours le niveau qu'il fallait. Et malheureusement, si ça continuait jusqu'au niveau de la 6e, ensuite jusqu'en 3e, ensuite jusqu'au baccalauréat, ça faisait que bon, les élèves n'avaient pas toujours ce niveau-là. Et ces élèves-là quittaient le collège, le lycée pour aller à l'université, ou bien pour aller dans ces instituts-là. À l'époque, c'était le CESTI qui formait les journalistes. Il faut réguler maintenant. C'est à l'État de faire en sorte que, par exemple, tous les diplômes au Sénégal soient des diplômes d'État. C'est-à-dire, tous les instituts de formation devraient être soumis au même système de contrôle. C'est-à-dire les mêmes épreuves devraient être données à tous les étudiants qui fréquentent ces universités et ces instituts-là, pour que nous puissions vraiment avoir un diplôme d'État reconnu par l'État. Parce qu'après, ce sera à nos enseignants maintenant d'aller défendre ces diplômes-là au niveau du CAMES, pour que ces diplômes-là soient reconnus au niveau de l'Afrique et au niveau de l'international. Le temps est presque terminé. Oui. Deux petites questions qui vont suggérer deux réponses rapides. La première, c'est on ne connaît pas encore le nombre d'instituts que compte le Sénégal. Ils sont estimés environ à 400, rien que dans Dakar. Rien que dans Dakar. Oui. Ouais, très bien. Et l'autre chose, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur. Qu'est-ce qu'il doit faire pour mettre de l'ordre dans ce qu'on peut appeler le Capharnaüm? L'ANAQ-Sup dépend déjà du ministère là, de l'Enseignement supérieur. Donc, l'ANAQ-Sup étant donc en démembrement de ce ministère, devait travailler en étroite collaboration avec le ministère, rendre compte au ministère, aller, disons, faire un suivi, évaluation de l'ensemble des instituts, évaluer les enseignants qui sont dans ces instituts, évaluer les filières, les modules qui sont dispensés dans ces instituts et rendre compte, bon, aller auditer ce qui se fait au niveau de ces instituts-là et rendre compte à sa tutelle, au ministère de l'Enseignement supérieur, pour que le ministère puisse rendre à son tour compte au chef de l'État, pour que l'État puisse prendre les mesures qui s'imposent, vraiment pour faire en sorte que le Sénégal soit cette locomotive, cette locomotive qui tire les wagons au niveau de l'Afrique et du monde, quoi. Parce que c'est ça qu'on veut pour le Sénégal, que ce soit un pays compétitif à tous les niveaux. Maintenant, nous sommes à la découverte du pétrole et du gaz et on souhaiterait, bien sûr, il y aura des instituts. Il y a déjà un institut créé par l'État, mais il y aura des privés qui vont venir avec les instituts, notamment pour prendre leur part aussi de ce marché-là, quoi. Et il faut contrôler. Parfaitement. Très bien, le temps est terminé malheureusement, mais les réponses, on les a eues. Merci beaucoup, M. Sène, d'être venu nous voir ici à Angle d'Attaque. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie et je souhaite vraiment que le Sénégal continue d'être vraiment un havre de paix où vraiment les gens viennent pour apprendre, pour se former à pouvoir prendre en charge le développement de ce pays. Pas seulement le développement du Sénégal, mais le développement de l'Afrique. Voilà, très bien. L'émission donc est terminée. Nous allons remercier tous nos invités de cet après-midi. Nous allons également remercier la Maison de la Presse qui nous a accueillis dans ce bel auditorium. Merci finalement à toute l'équipe technique qui m'a accompagné et dirigé par Massamba Mboup et bonsoir. Angle d'attaque.